Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui j'accueille Cédric, connu sous le pseudonyme Bibi. Il a gentiment accepté d'être le cobaye de mon premier podcast et de partager avec nous sa vision du vintage. Très bonne écoute. Bonjour Cédric. Bonjour Clarisse. Bonjour Bibi. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bah écoute, voilà, moi je me prénomme Cédric, mon surnom c'est Bibi. J'ai une cinquantaine d'années, 51 exactement, précisément. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi de plus? T'as une fille, tu m'as dit? Ouais, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon, une fille qui ont une vingtaine d'années. Ok. Ma fille 20 ans et mon fils 19 ans. Ok. Est-ce qu'ils consomment vintage aussi? Ouais, ils consomment un peu de tout. Vintage aussi, ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Ils sont en bonne école. Super. T'es connu sur Instagram sur le pseudonyme Bibi Shop où tu partages régulièrement tes tenues. C'est d'ailleurs là que moi, je t'ai connu. Je suis tombée sur toi, sur ton compte. T'as ouvert le compte en août 2020. Quel était ton souhait en ouvrant cette page? En fait, au départ, en sortant du premier confinement, c'est là où en fait ça a un peu démarré, hein, même au niveau du look, au niveau vestimentaire. Okay. Cette volonté d'exprimer finalement qui j'étais et puis de sortir du carcan costume, truc qui me plaisait guère. Et en fait, comme je suis plutôt, je mouline beaucoup, je suis créatif, j'ai toujours plein d'idées. Enfin, j'ai voulu lancer en fait une gamme de vêtements. Alors ça s'est fait un peu avec le hasard des rencontres. En fait, si tu veux, depuis une vingtaine d'années, j'ai été initié par un de mes potes que j'ai perdu de vue d'ailleurs maintenant, mais Christophe, sur comment dirais-je, la mode japonaise et sur les marques japonaises qui font beaucoup de repros. Parce qu'en fait, mon premier kiff à moi, c'est effectivement le militaria, voilà, donc pas la guerre, les flingues, tout ça, mais plutôt le textile, les vêtements, le style. Et il y a une vingtaine d'années, ouais, j'ai découvert des marques comme Real McCoy, comme Buzz Rickson, comme Studio d'Artisan, des marques japonaises qui font de la repro de beaucoup de fringues US de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement, jusqu'au Vietnam. Et donc, sorti du confinement, par le biais du hasard, avec ma chérie, on était chez un pote qui a un énorme stock américain, et puis je tombe sur un stock, un dead stock de blousons B3. Donc, tu sais, c'est les gros blousons de pilote en mouton, là. Voilà. Et puis, je me dis, putain, ça peut être pas mal, et si on faisait un truc, et puis c'est parti, mais j'ai limite envie de te dire que le projet, je le pensais et en même temps on le faisait. Donc j'ai un de mes jeunes potes, Fabien, qui m'a aidé à réaliser un site internet. Et puis on s'est lancé dans le truc, dire ouais, mais si on fait une marque, on va l'appeler comment? Et puis je me suis dit, Bibi par-ci, Bibi par-là. Bibi, c'était tu sais, dans la région, c'est qu'est-ce qui va se cogner le ménage, c'est Bibi, etc. Mon doudou quand j'étais petit s'appelait Bibi. Enfin, donc je me suis dit, écoute, je vais m'appeler Bibi. Et donc Bibi Shop, parce qu'au départ, tu l'as compris maintenant, Bibi, ça donnait un shop, donc Bibi Shop. Et donc de là, j'ai un de mes amis qui m'a aidé parce que c'est toujours pareil, je voulais vraiment faire du financement sans emprunt, sans rien. Et donc j'ai un ami qui m'a aidé à acheter ce premier stock-là. Et puis après, j'ai acheté un stock de casquettes A3, de casquettes de mécano, en belle repro, hein, mais voilà, toujours pareil, même époque, etc. Enfin, on a fait faire des t-shirts tubulaires chez Fruit of the Loom. On s'est cassé le cul, on a fait des étiquettes Bibi, enfin bref, est né très rapidement une ligne de vêtements Bibi. On a fait un super shooting photo. D'ailleurs sur l'Instagram, quand tu descends tout en bas des photos, tu le vois au début, Bibi like cool ou like je sais plus. Fabien avait fait un teasing de folie. Et t'as des super photos à l'aérodrome de Bondu avec notre pote JB. Belle moto, belle bagnole. Enfin, on avait vraiment. Vous avez quand même mis le billet pour refaire les choses bien, quoi. Ouais, enfin là pour le coup, on a rien mis parce qu'en fait, si tu veux, tout ce qu'on a créé, ça a été une chaîne humaine. Moi, ça m'a coûté réellement zéro. Enfin, j'ai fait des cadeaux, j'ai offert un blouson à Alain. Parce qu'en fait, tu connaissais du monde et donc en fait, c'est des copains. Par exemple, les photos, shooting photo. C'est un de mes amis qui est banquier, qui est passionné de photos. Cool. Et qui nous a fait des photos de folie. Le modèle, les modèles, puisqu'il était venu avec sa chérie. C'était JB qui avait un petit resto ici. De street food à Lille et qui est pilote lui a Bondu, donc il nous a ouvert l'aérodrome. Enfin, tu vois, c'est une chaîne en fait. Trop bien. Donc c'est une chaîne qui était super chouette. Et puis on a lancé ce projet-là.
Et très rapidement derrière, donc il y a eu le deuxième confinement, c'était un peu compliqué, pénible. J'avais moi j'avais un petit appart dans ma piole, j'avais des blousons de partout, enfin c'était un truc de ouf. Stock, quoi. Bon, deuxième confinement, dur, on redémarre l'année. Arrive le troisième confinement et là déjà entre le deuxième et le troisième, je commençais un petit peu à baisser les bras, enfin à baisser les bras. Ça me saoulait en fait. Ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends, et en fait, voilà, dans mon tempérament, je suis quelqu'un d'entier, 100%. Ouais. Je comprends, je suis comme ça. Je suis à 200% quand je suis sur un projet, mais s'il y a un truc qui fait qu'à un moment donné, je sens que t'es plus dedans, t'es plus dedans, quoi. Ah mais alors je suis plus du tout. Je passe à autre chose. Je vois très bien. Et voilà, donc le stock on l'a vendu un peu à la fois. Alors je sais que tu vas me parler de Culture de Nîmes, aussi parce que Sam avait eu cette extrême gentillesse. Sam, c'est le patron de Culture de Nîmes, rue des Trois Molettes là à Lille, et il avait l'extrême gentillesse de me mettre des produits en dépôt. Trop bien. Alors pas forcément pour les vendre, mais pour les faire découvrir. Comme ça les gens aux gens qui passaient donc par sa boutique. Donc super. Je sais que j'ai vendu quelques pièces grâce à Sam aussi. Grâce à Culture de Nîmes. Et donc voilà pourquoi Bibi Shop. Alors pourquoi c'est devenu un peu une page lifestyle, outfit. Au départ, il n'a jamais été question que je mette ma bobine, si tu veux, ma trombine sur Instagram, tu vois, honnêtement. Puis un jour, je sais plus, dans un délire bien arrosé, ça a été la première photo que j'ai publiée d'ailleurs, où je dis voilà, Bibi c'est moi, machin, je monte ma tronche avec ma chemise hawaïenne. Trop bien. Bon. À partir de là, il y a eu les histoires de confinement. Ma chérie me dit écoute, tu devrais créer un compte Vinted. Elle dit à un moment donné, il faut bien que tu vendes ton stock. Et là, je me suis mis à vendre à droite à gauche, en Italie, en Espagne. Mais je t'avouerai, j'ai pas gagné d'argent réellement. L'idée c'était de vider ton stock. Et donc c'est à partir de là, si tu veux, que c'était plus pratique pour les gens, si tu veux, de me suivre via Instagram et donc de se dire dès que j'ai un truc à vendre, je faisais un outfit, je le portais et ensuite exactement. Toutes mes potes qui sont dans le vintage me disent voilà, c'est clairement comme ça que ça fonctionne. Exactement. Tu portes le truc et ça donne envie en fait. Et donc si tu veux, c'est resté un jeu. Alors c'est trop bien. Tes tenues sont hyper inspirantes. Écoute, je te remercie. Ma fille a sorti quoi là il y a pas longtemps. Elle m'avait dit ça me reviendra. Avant toi, elle m'a fait un compliment que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Mais effectivement, ça parlait d'inspiration, etc. Et tout ça pour dire que je veux pas décevoir personne, mais enfin si tu veux, il y a des fois Insta ça me saoule. Il y a des fois j'ai l'impression que c'est limite. J'ai l'impression que parfois je me donne l'impression d'être un peu centré sur moi en fait. C'est pour ça que des fois mes tenues, alors c'est marrant parce que du coup on me dit que c'est inspirant, mais en fait il y a des fois je fais exprès de mettre des trucs qui vont pas ensemble et parce que je disais à ma chérie le jour finalement avoir du style c'est pas en avoir. Donc voilà. Mais je fais régulièrement. Alors chez Culture de Nîmes, j'y passe tous les matins parce que c'est pas loin de chez moi. C'est pour ça donc c'était ma question. Mais pourquoi tu postes chez Culture de Nîmes? Parce que d'une part c'est des mecs. Pour moi, je crois que c'est la boutique à Lille, en tout cas dans le style. C'est le temple du denim à Lille, quoi. Ouais, du denim, mais pas que. Tu vois, ils ont quand même une culture très. Alors c'est pas la mienne, c'est ça qui est marrant, mais ils ont une culture très bike, surf, très Biarritz, tu vois, très Deus, tu vois. Et alors moi, c'est pas ma culture. Néanmoins, j'aime les gens qui y sont, quoi. Tu vois, franchement, Sam, Hubert, là, il y a Paul, le nouveau. Ils ont même là un stagiaire qui est un mec génial aussi. C'est vrai que c'est des gens, franchement, c'est des vrais commerçants et ils sont d'une gentillesse folle aujourd'hui ça fonctionne parce qu'ils ont construit Sam construit son truc de façon très intelligente. Il y va step by step, une étape à la fois, un pas devant. Si Sam il s'écoute et qu'il veut faire les trucs de marque de fou, mais il faut y aller doucement. Parce que comme tu sais, en France, on n'a aucune culture dans ce domaine. On n'a pas vraiment la culture de la sape. Si tu veux. Alors c'est le pays de la haute couture, mais on n'a pas cette culture de la sape. Dès que tu commences à parler de Ralph McCoy, fatigue pant, de blouson à deux, les gens sont perdus. Le mec il dit c'est quoi le truc, je comprends pas, tu vois. Ah non, c'est pas un pantalon, ton truc c'est un sac, tu vois, c'est un peu ce que tu vends. Voilà. Donc voilà pourquoi je poste. Puis accessoirement ils ont un magnifique miroir. Lol. C'est vrai que ça revient. Mais voilà alors. Mais du coup tu bosses où en fait? Ah ben ça c'est secret. Ça c'est secret. Je fais de mon mieux.
Ok, tu Voilà. fais ton mieux, Ouais. comme moi, comme beaucoup de gens. Effectivement, j'ai un autre boulot, alors qui était un boulot passion il y a 25 ans, qui, je vais pas me mentir, hein, qui ne l'est plus. Ok. C'est vrai que mon grand fantasme, hein, c'est de pouvoir, à un moment donné, je ne sais pas encore comment, mais ce serait de pouvoir effectivement travailler dans ce domaine de la SAP. Ouais. BB Shop, ça peut devenir un jour un magasin. Hein. Ouais, ça peut J'ai revenir, lancé hein. quelques, parce que je passe pas mal aussi par Kilo Shop. Mm. J'ai lancé quelques. Qui vient d'ouvrir à Lille d'ailleurs. C'est très très chouette. Ouais, mais moi, si demain on me dit tiens, ouais, pourquoi pas faire un shop qu'on peut appeler BB Shop avec peut-être un magasin de fripe, tu vois, parce que moi je suis intéressée. Hein. un magasin de fripe, mais tu sais, un magasin de fripe un peu plus pointu. Ouais, Mais on y reviendra, je pense, après sur les trucs. Plus vintage que fripe finalement, quoi. Ouais, alors plus pointu, mais pas forcément des trucs hors de prix, parce que c'était ça le but de BB Shop. Ok. En fait, pour finir mon propos. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, bon, le site là, on l'a fermé définitivement. Enfin, en tout cas, ouais, on l'a fermé parce que payer tous les mois pour un truc qui marche pas, ça sert à rien. Bien sûr. Mais c'était précisé. En fait, le principe de BB Shop, c'était d'offrir pour des bourses plus modestes des outfits à la japonaise, quoi, en fait. Ouais. Avec des. Donc j'avais 2 fournisseurs principaux, dont un qui est en Belgique. Qui lui est plutôt branché. Enfin, lui, son métier, c'est de l'accessoire et du costume pour le cinéma, donc plutôt axé guerre, hein, enfin axé film de guerre. Et donc j'ai acheté pas mal de trucs aussi chez lui d'une qualité top, hein, que ça soit en denim ou voilà, mais ça reste accessible. Tu vois, c'est ça le principe. Ouais, bien sûr. C'était de dire blouson McCoy, c'est 3000 balles quoi. Alors c'est magnifique, hein. Ouais, bien sûr. C'est une pièce de collection quoi. C'est japonais, tu vois, c'est exceptionnel. Mais bon, c'est 3000 balles. Donc là, l'idée c'était sortir des Deadstock B3, je les sortais à 500, les blousons A2 en Horsehide, je les sortais à de mémoire 300-400. Je t'ai dit, c'est vraiment une chaîne humaine, BB Shop. Et donc, mon ami Benoît, qui m'a aidé au départ, m'a mis en plus en relation avec un mec extraordinaire. Alors, toi qui adores le vintage, je sais pas si tu connais Au Bonheur des Dames à Tourcoing. Non, ça me dit rien. Moi, tu sais, j'ai déménagé à Lille en septembre. Hein, donc, alors, tu vas prendre ta petite note parce que Au Bonheur des Dames à Tourcoing et en même temps pour tes auditeurs et auditrices et ton public, c'est une mercerie. Sincèrement, Clarisse, ça n'existe plus nulle part. Non mais là, il faut que tu saches que cet endroit. Pourquoi je te parle d'eux? Parce que en fait, Déborah, qui est la patronne de cette mercerie, son compagnon Sid est un grand spécialiste du cuir, que ça soit dans la restauration, la rénovation. C'est vraiment un mec extraordinaire et c'est lui qui préparait les blousons Bibi. Ok, nice. Et Déborah, elle me faisait à l'époque, elle me mettait sur les t-shirts des étiquettes de marque. Enfin, elle faisait aussi de la préparation plutôt couture. Tout à la main, ouais. Et franchement, t'as tout ce que tu veux. Ok. Mais quand je te dis tout, tu cherches tel type de bouton, un peu années 50, un peu années 60. Donc elle a c'est plus pour les gens qui veulent rénover des pièces ou des gens qui veulent upcycler, par exemple. Ok, mais est-ce qu'ils font de la vente vintage de pièces? Non. C'est vraiment de la mercerie. C'est de la mercerie. Ok. Donc aussi, si tu veux, ceux qui font du tricot, c'est de la mercerie. Mais quand on aime le vintage et que on glane des pièces à droite à gauche comme tu peux le faire, parfois faut un peu réparer. Absolument. C'est un peu con. Alors on peut faire travailler des ateliers d'ailleurs, elle fait aussi un atelier de couture, hein, Déborah, mais parfois c'est bien aussi d'apprendre à le faire soi-même. Voilà. Donc c'était le projet de carrément, alors que je ne sais pas coudre un bouton, mais oui, je vois l'idée. Mais ça va vite à apprendre. Ok. Et où est-ce que tu puisses tes inspi? Est-ce que tu as une icône de mode? Ouais. Si tu veux, je dis toujours le père spirituel, c'est Nigel Cabourn, tu vois, qui est un Anglais, qui doit avoir maintenant au moins 70 piges, qui est pareil, un grand collectionneur de militaria. Alors lui, il réinvente les camouflages dans des couleurs roses. Ça, et puis j'aime beaucoup le personnage parce qu'il c'est un vrai gros collectionneur. Et donc une fois que tu suis ce genre de personne sur Insta, tu sais comment ça se passe. Tu tombes sur Stanford aussi, qui est un de ses amis, qui est un jeune. Effet boule de neige, quoi. Ouais, puis tu découvres d'autres trucs. Et en fait, si tu veux, moi j'en apprends tous les jours. Là, j'ai mon jeune pote Loïc Grenier qui a une vingtaine d'années. Ce mec, là, il est encore passé me faire un bisou tout à l'heure. Tous les jours, il me dit, tu connais telle marque? Ah bah non, je connais pas Lolo. On en apprend tous les jours. Elle me dit, bah ouais, attends, faut que je te montre, c'est des chapeaux japonais, machin. Ah ouais, putain, fais voir. Et en fait, c'est ça le truc. Et c'est ça qui est intéressant dans ces milieux-là. C'est que quand tu es entre soi, en fait, il y a des échanges hyper constructifs. Souvent, les gens sont passionnés. Tu découvres, après, t'aimes pas, c'est pas le sujet, mais sûr. tu vois, tu découvres des choses, voilà. Donc, Nigel Cabourn,
pour moi, c'est lui en tout cas qui m'a donné envie, en sortant du premier confinement, de porter des pantalons 3 fois trop larges pour moi, de mettre une casquette sur le haut de mon crâne et de me dire, après tout fait, quoi, je m'en fous. Bien sûr. J'ai envie de m'exprimer comme ça, quoi. Ça marche. Voilà. Et avant le premier confinement, tu t'étais pas encore brûlé au feu du vintage, quoi? Pas vraiment. Alors j'ai toujours aimé les trucs un peu atypiques, mais j'avoue que tu vois, en novembre 2019, quand je suis rentré du Japon pour le boulot, on avait organisé une soirée avec des clients, machin. Bah j'étais plutôt, tu vois, costume bleu marine, cravate bleu marine. Tu vois. Je vois très bien. Donc tu passes du costume bleu marine en décembre 2022, décembre 2019 au fatigue paint. C'est là que tu as commencé à te tatouer aussi? Alors mon premier tatouage, c'est celui-ci il y a des années là, le triangle là. Ça c'est à l'époque parce que j'ai pas fait que du commerce dans ma vie, hein, j'étais réflexologue aussi. Et disons que c'était en 2013 je crois. Et après plus rien. Ça va avec le look au final aussi. Après plus rien jusqu'à celui-ci. Donc ça le coil là, il est incroyable. Ça c'est Anabi Tattoo à Dunkerque. C'est un tatoueur c'est un génie le mec. Spécialisé Japon. Enfin, il fait des choses de folie et il est en plein centre de Dunkerque, Anabi Tattoo. Et après, il m'a fait les fleurs, les vagues, enfin voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça c'est en fait c'est un kanji, c'est le kanji du printemps. En fait, ça symbolise ma chérie. Ça c'est tout nou. Alors ça c'est tout neuf, ouais. Alors ça c'est un malade mental de Toulouse qui m'a fait ça à la convention Tattoo à Lille, qui s'appelle Van le bon gamin. Voilà, puis ça c'est pareil, c'est Anabi. Et puis après il y en a là aussi. Oh pardon, il faut que je souffle le micro. Après il y en a là. Alors lui c'est plus près, il est quasiment en face de chez Culture de Nîmes. Cool. C'est Valentin. Alors lui c'est pareil, il est top. Bon comme tous les bons tatoueurs, faut pouvoir le contacter, hein, bien sûr. Mais il est vraiment top. Et c'est 333 Tattoo. C'est sur Insta, c'est Black Ninja Tattoo. Pareil, il a son style et voilà. Ok, très bien. Et j'ai vu que sur Instagram, tu partageais aussi vachement de montres vintage. C'est une passion pour toi? C'était ma première vraie grosse passion, les montres, si tu veux. Et là, tu as commencé bien avant les confinements. Oui, mais largement, il y a 25 ans. Alors, j'ai pas de collection de montres. J'en ai eu. Bon, après, la vie fait que tu t'as pu. Et puis après, en vieillissant, tu te rends compte que tu peux vivre sans. C'est un peu comme les fringues. Hein. Tu sais, je revends souvent beaucoup de choses parce que je me dis des fois, ça tourne. Hein. T'as pas besoin de tout ça. Enfin, tu vois, il y a toujours des prises de conscience aussi par rapport à. Tu le mets pas, ou alors tu l'as beaucoup porté, et puis. Ou je le mets pas du tout. C'est ça. Tu vois, j'ai fait une bonne affaire en seconde main sur Vinted et puis au final, je reçois, je suis super content. Et puis au final, j'adore quoi, mais je le mets pas. Et c'est aussi tout le concept de la seconde main du vintage, c'est que ce soit complètement une mode qui soit circulaire. Tu le mets, tu le prends, tu le portes et puis tu le revends. Et puis complètement. Et donc si tu veux, donc les montres, oui, c'est il y a très longtemps. Et j'aime toujours ça. Puis j'ai des potes là. J'ai mon pote Victor qui est marchand de montres anciennes. Pour ça, j'étais pas en retard aujourd'hui, mais tout juste parce que j'étais avec lui il y a tout à l'heure. Il part faire une foire là. Cool. Donc c'est Vico Watches sur Instagram. Hein. J'ai plusieurs potes comme ça qui sont marchands de montres. Donc voilà, de temps en temps, je poste une petite montre. Très sympa, elles sont très voilà, belles. souvent des montres militaires ou des montres rectangulaires. Moi, je suis très classique en mode Casio, je les adore. Et puis, c'est pas mon truc, mais j'avoue que. Puis ça fait partie, si tu veux, les montres mécaniques anciennes, quand elles sont anciennes, parce que les montres anciennes, je peux pas dire que j'en ai des caisses, c'est pas vrai, j'en ai peut-être une, deux. Mais. C'est un coût aussi. Ouais, après, tu trouves des trucs super pas chers, hein. Pour 100, 150, 200 balles. Tu peux trouver après il faut faire restaurer chez un bon horloger. Mais globalement, tu vois, il y a aussi ce côté, il y a pas que la sape, quoi. Tu vois, les montres, ça peut être aussi un accessoire. Carrément. Voilà, un accessoire qui rentre dans le cadre du recyclage, la comme réutilisation permanente et de la réparation, tu vois, la réparation. Carrément. Voilà. Est-ce que tu as vu une vraie évolution du vintage depuis que toi tu t'y es mis du coup depuis les confinements? Ouais, franchement, ouais. Moi, j'ai connu Kilo Shop. C'est ce que je disais aux deux jeunes filles qui font la com là. Lorsqu'elles avaient fait elles m'avaient demandé si on pouvait faire une petite interview. Et je les remercie d'ailleurs, c'était un chouette moment. Mais Kilo Shop, c'était très différent. On était vraiment dans une boutique vintage, mais dans le sens American vintage, tu vois. Moi, je me souviens des jeans Levi's, c'était vraiment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le jean Levi's, quels que soient les fripes, même Kilo Shop, c'est souvent du prix fixe.
Moi, à l'époque, c'était au poids, quoi. Ouais, Mais c'est par ça. contre, fallait fouiller dans les bacs, c'était un truc de ouf. Ouais, mais l'essence même de la fripe à la Tu base, c'est de vois, fouiller dans les voilà, bacs, c'est quoi. ça. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une évolution. Bah déjà, il y a la multiplication énorme hein, Des boutiques. des sociétés qui veulent faire de la fripe. Mm, mm. Je reste convaincu que, comme le dirait mon ami Noam Benchemoun à Lyon chez Cockpit, ou Max A.W. Cooper, des fois on connaît pas son nom, mais c'est le gars sur Instagram qui est tatoué partout sur le visage Ok, et son papa aussi, ils sont des gens merveilleux au marché aux puces là à Saint-Ouen. ok. C'est un vrai métier en fait. Ah La bah fripe, c'est carrément. un vrai métier, c'est ce qu'on appelle c'est un métier de chiffonnier en fait. Mm, mm. Et il y a beaucoup de sociétés qui se créent, beaucoup qui se ferment parce que ben beaucoup découvrent que c'est un vrai métier. Il Oui, suffit pas d'acheter des c'est ballots vrai. et des palettes de balles, il faut aussi essayer de vendre quelque chose qui te plaise, voilà. Après l'évolution, oui, il y a un côté peut-être les Plus de magasins de conscience. fripe sont de plus en plus propres. Ouais. Alors quand je dis propre, c'est pas péjoratif, mais c'est pas non plus forcément un gros compliment. C'est-à-dire que par moment, il y a certains magasins de fripe quand tu rentres, Mm, mm. ok c'est nickel, mais quelque part c'est tellement nickel que tu sais qu'on t'enlève l'excitation. Ouais. Et De c'est la ça qui trouver est, la pépite, en fait. ouais, Ouais. c'est ça. Un Mm. peu comme quand tu fais une braderie, une brocante. Tu Ouais, vois. carrément. T'es excité, quoi. Tu dis, putain, tu cherches, tu vois un truc kaki, Ouais. tu dis, ah bon, non, c'est pas ça. Ouais, ah Tu putain, vois une une veste couleur, mini, tu touches ouais, une matière ouais, et c'est voilà. ça qui fait que, ouais, je comprends très Et il bien. y a beaucoup de boutiques, c'est tellement organisé, tellement Normé, finalement. normé, ouais, c'est tellement, ça devient clinique. Ouais. Même l'odeur. Ça Moi, devient Zara. j'adore. Tu vois, ce week-end, je vais aller Mhm. voir mon pote Mm. qui a un gros hangar de stock Mm. américain. J'y vais parce que j'ai envie, j'ai vraiment besoin. Là, c'est vraiment viscéral. J'ai besoin Mm. d'aller mettre mon nez dans un endroit qui Ouais. sent le vieux, où je vais pouvoir fouiller. Ouais, Même je si je comprends. sais que, tu vois, ils ont nettoyé entre deux, mais ça, c'est un truc que je trouve dommage dans les nouveaux magasins de friperie. Ok. Forcément, la clientèle également, parce que Ouais. ben, des mecs comme moi, on vieillit et il y a des jeunes comme toi qui arrivent. Mm, mm. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal parfois, objectivement, à trouver mon bonheur dans les friperies. Ouais. Parce que tu vois, moi, les jogging, les fringues fluo, c'est pas du tout mon kiff. Les Mm. années 80-90, c'est pas mon kiff. Ouais. Et dans quasiment toutes les friperies aujourd'hui, quand tu rentres, la première chose que tu ressens, c'est que tu te dis, ok, c'est chouette, mais c'est pas pour moi. En Ouais, fait, parce qu'il y a des courants de tendance qui sont pas forcément adaptés ouais. à Et ton c'est pour ça style que je te disais tout personnel, à ouais. l'heure, Mm. tu vois, un shop, un BB shop par Mm, exemple, mm, mm. ce serait plus effectivement un concept de friperie, il n'y a aucun problème. Mm. On pourrait même l'imaginer au kilo, machin, il n'y a pas de souci. Mais comme ça existait il y a des années en arrière, c'est-à-dire vraiment Ouais. la fripe US, la fripe, le vintage avec du denim, du kaki, des trucs pour, Après, tu vois, une clientèle plus ouais, âgée, bien sûr. mais qui est toujours friande, même si ils gagnent bien leur vie. Il y a des mecs, Mm. je connais des mecs moi qui gagnent très très bien leur vie et qui ne consomment que de l'occasion. Ouais. Tu vois, Ouais, je consomme que voilà. de l'occasion, donc Voilà. je comprends très très bien. Donc c'est ce que je pourrais dire sur l'évolution Ouais. de la fripe, mais je pense que ça Et va de de coiffer. toute façon Mm. prendre encore de plus en plus Ouais. d'ampleur parce que bah on est arrivé à un stade où bah la planète, déjà la planète en elle-même, je veux pas faire du bobo écolo, c'est pas du tout ma tasse de thé, Mm, mm. mais la planète elle peut plus. Le système de consommation dans lequel on évolue depuis maintenant des décennies, hein, plusieurs décennies, ça a démarré juste après la Seconde Guerre mondiale. Mm. Bah en fait ça marche plus, enfin ça marche pas, de toute façon ça marche plus, et ça peut plus marcher. Donc c'est un système qui s'effondre progressivement. Là, ces derniers temps, on se rend compte que ça s'accélère. Ouais. Entre les chamboulements climatiques, tout ça est lié en fait. Complètement. Si tu veux, tout est lié. Donc, il y a un moment donné, tu parlais tout à l'heure d'économie circulaire, c'est marrant parce que en ce moment, j'arrête pas de conseiller à tous mes potes et il y a un magnifique reportage sur Arte Mm. qui s'appelle Et si le monde tournait rond. Ok. Je t'invite vraiment à le regarder Ok. parce que ça, exactement, ça parle de ça, l'économie Ok. circulaire. Et quand tu vois que tu as un Taïwanais qui a une 30-40 ans, tu vois, ingénieur, etc., designer, créateur, qui à Milan a ouvert l'appartement des déchets, un appartement hyper luxueux dans lequel tout ce qui est dans l'appartement, c'est du recyclage Trop bien. de déchets, de plastique et autres. Mm, mm. Et à la fin du reportage, ce qui est incroyable, c'est qu'il il en fait même un hôpital. C'est-à-dire qu'il Ok. démontre qu'avec tout ce qu'on peut recycler, on peut aussi fabriquer des matériels pour soigner et sauver des gens. Ces initiatives-là, elles sont hyper importantes et je pense que dans le quotidien de chacun, le fait d'aller consommer de la seconde main, que ça soit sur une braderie, là ça va être par exemple
les marchés aux puces dans notre région, il y en a Oui, beaucoup et ça va j'ai redémarrer hâte. fort. Bon, on n'y trouve plus forcément beaucoup de choses comme dans le passé, mais on trouve quand même des choses. Bah, les magasins de fripe, bon, les Vinted, etc. Bon, tout ça, c'est hyper important. Et je pense que même si on n'est pas 100% fripe, parce que je pense qu'après, tu voulais sans doute me parler de la fast fashion, même si on n'est pas 100% fripe, le simple fait d'avoir acheté un vêtement en fripe, à ton tout petit niveau, tu contribues Complètement. à essayer de remettre en équilibre et redonner du sens à la consommation de cette. De toute façon, ça va devenir vital. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, que t'aimes ou pas la seconde main, l'occasion, le recyclage, on va être obligé. Ouais, d'un point de vue économique et écologique, de toute Et d'un façon, point de vue on a assez, économique, quoi. exactement. Donc, moi je dis tant mieux. Et globalement, les acteurs, les principaux acteurs de la fripe et du vintage et aujourd'hui, je trouve que globalement, ils arrivent à s'organiser de façon très intelligente. Chacun a son segment. Tu vois, je te parlais de Max à W. Cooper. Alors lui, il sort du pointu. C'est pas gratos, tu vois. La boutique, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Mais sa clientèle, c'est ça, quoi, tu vois. Kilo Shop, on voit bien, il y a une clientèle plus jeune aujourd'hui. Mais tant mieux, c'est comme ça que ça doit exister. Carrément. Voilà, mais globalement, je trouve qu'ils s'organisent bien, ils se parchent pas trop les uns sur les autres, ce qui laisse encore la place à pouvoir créer d'autres choses, tu vois. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui trouvent que le vintage, c'est ringard, sale, démodé, les vêtements puent parce qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça. Ouais, malheureusement. je sais bien. Alors moi, tu vois, il y a un truc que j'achète jamais, ni en braderie, ni en vintage, c'est les chaussures. Alors ça, par contre, les pompes, je suis pas client du tout. D'accord. Mais alors pas du tout. Tu vois, ça c'est encore un truc qui ça me rebute même limite. Tu vois, quand je vois des vieilles paires de baskets dégueulasses, parce que les trois quarts du temps, il faut bien admettre qu'elles sont quand même pas, même si elles ont été lavées, parce que pour les gens qui pensent que ça pue, etc. Faut comprendre que tu sais, le numéro 1 mondial, on a la chance en France d'avoir le numéro 1 mondial de la fripe à Rouen. C'est Eureka Fripe. Qui derrière a d'autres enseignes telles que Kilo Shop par exemple, etc. Bon. Quand on de mémoire c'est Bernard, je crois la personne qui a créé ça. On est dans les années 70, 73 ou 74. Ce qui est incroyable, c'est que déjà à cette époque-là, le gars y est à fond, il sait que c'est un marché qui va de toute façon exploser. Tous ces gens-là chez Eureka, quand tu vois le boulot qui est abattu là-dedans, ils reçoivent mais tous les jours, je sais plus combien de tonnages de fripe ils reçoivent chaque jour, du monde entier. Ça vient des États-Unis, du Japon, de partout. Ils reçoivent des containers. Au-delà des balles, c'est des containers. Tout est trié, tout est lavé. Il y a un moment donné, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que quand tu achètes un t-shirt, on va prendre le t-shirt basique, typique, c'est le truc qui te laisse souvent les auréoles sous les bras. Tu achètes un t-shirt dans une boutique de fringues d'occasion, de fripe, je peux presque dire que c'est peut-être plus propre que le t-shirt que tu vas acheter chez Zara, qui a peut-être été essayé 10 fois dans la journée par des gens qui transpirent à mort. Moi, ça m'est arrivé combien de fois, on me dit, bah vas-y, essaye plutôt, tu sais, je préfère que j'écoute, non gros, là, j'ai trop transpiré, par respect déjà pour le vêtement, je vais pas me dépoiler pour essayer un truc, alors que je sais que j'ai transpiré, que je suis limite, je pue, quoi, tu vois, je veux dire, il y a un moment donné, voilà, bon, et ben je suis persuadé que ton t-shirt Ralph WRL que tu as trouvé là chez Kilo Shop, je suis sûr qu'il sent meilleur et qu'il est plus propre que le t-shirt que tu as acheté dans un truc boutique fast ou autre d'ailleurs, ou le truc qui a été essayé 10 fois dans la journée, tu vois. Pour la petite histoire, en vrai, je suis déjà tombée sur des articles où il y a des gens qui ont chopé la gale en essayant des vêtements chez H&M. Bien sûr. Alors, c'est aussi pour ça que moi, tu vois, les pompes, ça me rebute, parce que tu auras plus quand même de possibilités de choper la gale avec des pompes. Même si, encore une fois, je répète, des gens pros comme des gens comme chez Eureka, par exemple, tout est scruté. C'est tellement trié, scruté que, enfin, c'est des pros, quoi. Tu vois. Mais regarde à l'occasion leur page. Bien sûr. Quand tu vas voir les milliers de mètres carrés, de mètres cubes de fripe qu'ils ont en entrepôt à Rouen, mais ça va te faire rêver. Alors, il y a pas de vente. C'est pas des gens qui vendent aux particuliers. C'est vraiment c'est des wholesalers. Bien sûr, Mais on a cette chance-là en France. On a le plus gros fripier du monde. Voilà. Incroyable. Incroyable. Tu vois. Et on parlait de la fast fashion. Est-ce que tu penses que la consommation de fast fashion, c'est un problème générationnel?
C'est un problème du XXe siècle. C'est un problème. Là, enfin, c'est un problème sans lettres. En fait, si tu veux, la fast fashion, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, le fast food. C'est la fast life. C'est né après, c'est né après la guerre 40, hein, en 46, 45, 46, 47. D'ailleurs, dans le reportage dont je t'ai parlé, ici, Le Monde tournait rond, c'est très bien expliqué. On a commencé à consommer jetable. Parce qu'à un moment donné, fin de guerre, reconstruction, explosion démographique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est 8 milliards sur cette planète. Est-ce qu'on est trop, comme diraient certains, non, parce que finalement 8 milliards à l'échelle de la planète, c'est que dalle. Mais derrière, par contre, il y a les modes de consommation occidentaux. On parlait tout à l'heure du système économique dans lequel on vit qui s'effondre. Bon, ça c'est typiquement, la fast fashion fait partie typiquement de ce système économique, on va pas se mentir, hein, américain, d'hyperconsommation permanente, où il faudrait que les boutiques soient ouvertes. Si on les écoutait tous, il faudrait ouvrir jour, nuit, dimanche, lundi, jour férié, Noël, Noël. Enfin, faudrait que, comme ça existe déjà, hein, dans certains pays d'Asie, tu fais tes courses toute la nuit si tu veux. Hein. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que moi je pense que de toute façon, à un moment donné, comme on dit tout à l'heure, je fais partie de ceux qui sont convaincus que il va falloir que ça s'arrête parce que de toute façon là c'est en train d'exploser. Ouais, bien sûr. C'est marrant que tu dises que ce soit lié au modèle américain parce que très clairement, aux États-Unis, ils sont quand même aujourd'hui bien plus en avance sur tout ce qui est vintage et fripe. Du coup, on a un peu l'espoir que chez nous, alors, ça se transforme. Quoi. Tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a un truc quand même qui est important aussi à noter. C'est que même s'ils se sont séparés de beaucoup de choses, mais les Américains quand même ont gardé. Tu vois, tu prends les chaussures, les Red Wing Shoes par exemple, qui sont des pompes à la base des pompes de travailleurs américains, sont encore faites à la main aux États-Unis. Bon, il y a une qualité qui est juste absolument remarquable. Et les Américains ont gardé beaucoup de leur savoir-faire. Ceux qui l'exploitent le mieux aujourd'hui, qui exploitent un artisanat de folie, j'en parlais en préambulateur, c'est les Japonais. En France, je salue des marques comme Bleu de Chauffe, des marques comme le Tricot de Marcel, on pourrait en citer plein. Hein. Alors ça a commencé avec le slip français, la pantoufle à pépère, etc. Mais en fait, le truc, c'est que en France, on va pas se mentir, il est passé où notre artisanat, notre savoir-faire dans le textile? Il y en a encore des belles boîtes qui travaillent pour d'autres. Là, on a notre ami Jean Lomé, par exemple, qui s'est installé un showroom et un atelier. Il fait du jean sur mesure. C'est un type qui travaille remarquablement ici à Lille, qui a vécu un temps au Canada, qui a travaillé chez Levi's, qui a appris avec des jean makers, mais des vieux, des vrais là-bas aux États-Unis. C'est un gars qui a une trentaine d'années, qui a beaucoup de courage de se lancer. Et c'est vrai que des initiatives comme ça, elles sont magnifiques. Mais honnêtement, Jean, il va faire des super jeans, mais il va pas commencer à en fabriquer 250 pour fournir une boutique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il n'a pas la structure. Bon, il y a des belles boîtes. Hein. Il y a du jean 100% français, etc. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le produit qu'on veut? Est-ce que c'est sexy? Est-ce que dès le moment où tu as mis ton nez dans le jean japonais, même si c'est pas en fripe d'ailleurs, en fripe ou d'occasion, hein, moi tu sais beaucoup de choses dans mes jeans jap que j'ai, mais que j'ai acheté d'occasion, tu vois, ou chez Culture, mais franchement souvent d'occasion. Mais il y a aussi un problème un problème structurel au niveau de l'artisanat. Et puis après, tu prends des marques de pompes comme Paraboots par exemple, belle marque française, tu vois, magnifique, mais aujourd'hui, c'est 400-500 balles. Donc on revient tout doucement dans les mentalités à ça, dans se disant ok, mais c'est 500 balles. Ouais, d'accord, mais tu vas t'acheter combien de pompes de merde? Ma grand-mère disait, il faut être riche pour acheter pas cher. Parce que tu vois, on en revient à ce qu'on disait sur la fast fashion. Tu vois, alors aujourd'hui, le discours n'est plus valable parce que le pas cher, ça peut être la fripe. Et pourtant, c'est de la qualité. Mais à l'époque, au tout début, enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il y avait pas justement tous ces magasins de fast fashion, parce que dans la fast fashion, il y a de bonnes choses aussi. Il y a vraiment de bonnes choses. Faut pas jeter la pierre, faut pas devenir un extrémiste non plus. Mais il y avait pas tout ça. C'est-à-dire qu'un jean, t'allais chez le jeaner, quoi. Tu vois? Moi, j'allais à Roubaix, une boutique qui s'appelait Utility. Je parle de ça quand j'étais au collège, avec ma mère, et on achetait, ça soit, alors c'était pas forcément Levi's, tu vois, mais ça pouvait être, j'ai plus les marques en tête, mais voilà, il y avait plein de marques de jeans qui étaient très connues à l'époque. Il y avait du Wrangler, il y avait ce genre de choses. Mais c'était un jeaner.
Mais est-ce que du coup c'est un problème réellement structurel pour les petites entreprises d'artisanat aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste notre manière de réfléchir qui est plus la bonne et où il faut se dire bah ouais, je préfère acheter un jean à 500 balles plutôt que 10 à 50 balles parce qu'en fait j'ai juste besoin d'un vrai bon jean. Ouais, je pense, mais tu sais, on se pose tous parfois, enfin, beaucoup se posent, moi je me la pose souvent, la question, je regarde, t'as combien de jeans aujourd'hui dans ton placard? Et finalement, Alors tu mets lequel? t'en as combien? Moi, je les ai pas comptés parce que si tu veux, après, comme je te dis tout à l'heure, je culpabilise, tu vois. Donc, mais parfois, j'aime bien me poser cette question, de me dire si demain tu dois faire un sac et emporter vraiment, que ce soit des sapes ou des affaires, tu emporterais quoi? Voilà. Alors, quel est le sac déjà? Il faut d'abord choisir ton sac. Mais tu vois, c'est intéressant parfois de se poser cette question. Je prendrais pas forcément les sapes que je préfère, mais je prendrais en tout cas celles que j'ai dans mon placard qui sont de meilleure qualité. C'est-à-dire que celles qui, que ça soit en pompe ou que ça soit la paire de jeans ou le pull, je prendrais vraiment les quelques pièces parce que je suis comme tout le monde, hein, je gagne pas des milliards et donc ça coûte cher ce genre de passion. Mais j'ai quelques pièces vraiment de qualité et je prendrais ça en fait. Tu vois, en me disant si je ne dois n'avoir plus que ça, ce qui est déjà pas mal. Bah, au moins, je sais que ça va au moins me durer 10-15 ans. D'ici là, j'ai le temps de voir venir, tu vois. Carrément, t'as trop raison. Mais pour l'histoire générationnelle, je pense que, alors oui, ça touche aussi, il y a un côté générationnel malgré tout, mais qui est aussi lié au porte-monnaie, tu vois. Complètement. C'est vrai que alors, bien que la fast fashion, alors si on parle de la fast fashion, ça reste quand même relativement cher. Zara, Bershka, Uniqlo, etc. C'est de plus en plus cher quand même. Carrément, quand tu vois le prix des manteaux, tu te dis bah non en fait. Après tout à l'heure je te disais il n'y a pas que du mauvais, tu vois, moi j'ai découvert l'hiver dernier, j'ai découvert Zara Origins. Je me suis fort intéressé à cette gamme-là, alors qui est pas présente dans tous les Zara. Zara Origins, c'est vraiment on est sur leur plus haut de gamme. Alors on va trouver des t-shirts, par exemple, tu vois, des fabrications au Portugal, tu vois, par exemple. Ouais, bien sûr. Et tu sens quand tu touches le produit que bon, ok, c'est 29 balles, 30 balles. Bon, c'est pas cher pour un t-shirt. Enfin, pour un t-shirt dans une boutique, j'entends bien. Mais tu sens que tu as une qualité quelque part. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas devenir non plus un extrémiste. Après, il y a tout le reste. Il y a l'aspect social de comment ils traitent les gens qui fabriquent ton t-shirt à 29 balles aussi. Après, bah, si c'est au Portugal, j'imagine que nos amis portugais ne se laisseraient pas faire par qui que ce soit. Après, c'est sûr, quand c'est au Bangladesh, si c'est en Inde, si c'est au Pakistan, si c'est au Vietnam, si c'est... ça sera toujours l'éternel débat, si tu veux. Ça sera toujours l'éternel débat. Pour l'instant, j'ai pas trop j'ai pas trop de visibilité par rapport à ça. Je me dis juste, puisqu'ils sont capables de faire des choses de qualité, produits pas trop loin de chez nous, à des prix pas idiots, si tu veux, par rapport à des grandes marques nationales ou internationales, je me dis, mais pourquoi ils arrêtent pas, pourquoi à un moment donné, ils choisissent pas ce segment-là? C'est à cause ce nouveau truc de la micro-tendance, je pense, où en fait, c'est même plus des tendances par saison, t'as vraiment genre... C'est par semaine. Ouais, c'est ça. C'est de la micro-tendance, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, les gens n'arrivent même plus à suivre, et du coup, il faut toujours de la nouveauté, alors que... Bon, mais parce que si on me dit, ouais, mais Bibi, donne-nous un avis, donne-nous ton avis. Alors, je suis client, mais ça me fait gerber. Voilà. En fait, si je veux vraiment donner mon avis, tu vois, je ne rejette pas. Je commence pas à faire le mec 100% fripe. Ouais les gars, faites comme Bibi, 100% machin. C'est pas vrai. Il y a des fois je trouve des pépites. Ouais, alors on a cité, c'est chiant parce qu'on pourrait citer du coup tous les autres. Chez Uniqlo, tu vois, moi mes petites paires de chaussettes à 2,50 balles en promo chez Uniqlo, ça me va bien, tu vois ce que je veux dire. Même si j'adore les Comfy Socks, et il y a les Monkey Socks, enfin il y a des tas de trucs que j'adore aussi. Mais c'est que par moment, mettre 35 ou 40 balles dans une paire de chaussettes, bah non. Il y a ça aussi, tu vois. Non, mais clairement. Mais si je dois donner un avis global, en fait la vraie question, si demain toutes ces boîtes la ferment, est-ce que tu saurais vivre sans? Ma réponse est oui. Ouais, clairement. Moi, je peux te répondre à la question beaucoup parce que j'ai encore des pièces de fast fashion dans mon dressing, comme je le disais dans l'intro de mon podcast. Mais pour le coup, je consomme plus du tout de fast fashion depuis genre 2 ans, quoi. Et même si je devais acheter un t-shirt H&M, clairement, je l'aurais pris sur Vinted. Parce que voilà, je veux rester dans
Et après, je jette pas la pierre parce que j'ai en effet des pièces de fast fashion dans mon dressing qui sont des pièces de dingue, quoi. Oui. Quand je les mets, tout le monde me fait des compliments et je dis bah ouais, mais c'est un Zara qui date d'il y a 10 piges en fait. Et on en parlait avec une amie à moi, donc que je salue du coup ici, Joséphine de la marque Jeannette Shop. Et on se disait, même tout ce qui est ma fast fashion d'adolescence, on va dire Pimkie, Jennifer et tout ça, les pièces que tu avais dans les années 2000, en termes de qualité, elles sont 10 fois plus ouf que ce que tu peux trouver chez Pimkie aujourd'hui. Oui, c'est clair. Donc voilà, je jette pas la pierre à la fast fashion, mais ce qui se passe aussi, maintenant ne va plus. Il y a aussi parfois, j'en parle souvent avec un de mes potes, David, parfois dans des boutiques comme effectivement comme Zara ou comme Uniqlo, tu vas parfois trouver, nous on appelle ça toujours pareil, hein, c'est toujours la pépite. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ton œil s'aiguise. Et quand tu vois, même quand tu rentres dans un Zara ou une boutique de fast fashion, tu sais, enfin, je pense que tout le monde fait pas, enfin, tous ceux qui aiment ça font pareil. Moi, je regarde, je scanne, si tu veux. Il y a un moment donné, je vois une matière de loin, je m'approche, je vois une coupe, je vois une forme, je vois une matière, je regarde, bim, je regarde l'étiquette, ah, je me trompe pas trop. Et je me dis, putain, ça, c'est une pépite. Ça, c'est une belle pièce, en fait. Après, oui, ce que tu disais sur les micro-collections, ça me fait gerber. Ça me fait gerber parce que ça engage, enfin, ça entraîne surtout les plus jeunes dans une hyper conso permanente. Alors, c'est là où je remercie fort les fripiers, les chiffonniers, qui tiennent le coup, qui tiennent le choc, qui ont tenu le choc et qui aujourd'hui sont en train de mener une offensive, je pense une contre-offensive géniale. C'est que nos jeunes se dirigent du coup, économiquement parlant aussi, plutôt vers de la fripe. Et parce qu'il y a aussi ce phénomène de tendance, parce qu'on va pas se mentir, la jeunesse, les vingtenaires, sont beaucoup plus, ont pris conscience de l'état de la planète. Donc, si tu veux, il y a un tas de facteurs qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui font que cette jeunesse-là, aujourd'hui, montre au monde que non, nous on va consommer autrement et on va pas, on fera pas de moi un bon petit soldat consommateur à outrance. Tu penses qu'ils l'apprennent d'eux-mêmes ou tu penses que c'est les parents qui les éduquent en ce sens ? Alors il y a un peu les parents, tu vois, il y a aussi un peu les parents. J'essaye de me mettre à la place de mes enfants quand t'as un daron qui a 51 piges et qui s'habille comme des fois je m'habille. Forcément, tu disais ça peut être inspirant, d'autres diraient j'aime pas, mais en fait on s'en fout. Mais en fait c'est vrai que quelque part, enfin c'est pour des gamins, c'est déjà comment dirais-je, ils voient quelque chose que tu vas pas forcément voir dans tous les foyers. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bon, donc ça peut influencer. Moi, je vois mes enfants, ça a été cyclique. À un moment donné, c'était fort, après c'était moins, parce qu'il y a aussi le côté économique. Mon fils, c'est pas un gros consommateur de fringues. Honnêtement, il me demande jamais rien. La dernière fois qu'il m'a demandé un truc, c'est un blouson Carhartt qu'il a trouvé chez Kilo Shop là à Lille. Très belle marque. Il me montre le truc, il est neuf le truc. Et bon, il voit le prix, machin. En plus, il faisait une belle remise jusqu'au 16 mars pour les étudiants. Et je lui dis, bah vas-y, je lui dis, fils, va t'acheter ton blouson Carhartt chez Kilo Shop. Et mais il en est super content. Mais tu vois, pareil, à un moment donné, l'année dernière, l'été dernier, là, on était allé à Saint-Ouen. On est allé à la rencontre de Max chez Ashley Cooper. Et on avait acheté 2-3 trucs là-bas. Là où on s'est fait vraiment un régal, c'est à Amsterdam. Là, où on s'est vraiment fait un week-end de flip, sap, enfin bon bref. Et je m'étais mis à fond à chercher du beau Levi's, du Connet, tu vois, des choses comme ça. Et mon fils, ça l'a tout de suite interpellé à un point que quand il y a eu la braderie du Vieux-Lille, parce qu'il y a la braderie de Lille, mais il y a aussi la braderie du Vieux-Lille, qui a lieu bien avant l'été ou pendant l'été, qui est hyper sympa d'ailleurs. La braderie du Vieux-Lille, elle est hyper. Moi, je trouve plus de choses à la braderie du Vieux-Lille à titre perso que à la braderie de Lille. Tu vois. Bon. Et il y a un gars qui vendait des fripes de jeans, mais il y en avait, sans te mentir, des milliers. Et moi j'ai vu débouler le fils qui est venu et qui s'est mis à chercher ses jeans Levi's et donc voilà, tu vois, mes enfants consomment de cette façon. Ta fille, elle consomme beaucoup de fast fashion ? Ma fille, comme toi, quand elle était très jeune, Pinky et tous les autres, Andy's et machin. Beaucoup moins aujourd'hui. Alors d'une part parce que elle est étudiante, elle est en Normandie, tu vois, en école d'ostéo, enfin pour animaux. Ça aussi, tu vois, le côté animalier, la prise de conscience du vivant, tu vois, tout ça c'est important parce que ça influe ton mode de consommation. Par exemple, elle mange plus de viande depuis
toujours, les cavalières. Bon, alors Ok. quand son père s'est mis à vendre des cuirs, des blousons de cuir à deux, Elle a tiqué. Horsehide, bon, c'était pas facile, mais bon, voilà, c'est tout. Elle était plus jeune aussi à ce moment-là. Donc ma fille, non, tu vois, la dernière fois, on est allé chez Kilo Shop, tu vois, et ouais, elle s'est trouvé des petits trucs, mais beaucoup Vinted aussi, Ouais. beaucoup de seconde main. Bon, elle est dans le mood, des étudiants, hein, c'est-à-dire elle consomme avec les moyens qu'elle a, Mm. et elle vend beaucoup, elle rachète. Je te dis pas que de temps en temps, elle va pas encore un peu dans les boutiques de fast fashion. Ce serait, je pense que ce serait mentir. Encore une fois, parce que euh, il n'y a pas d'extrême, Ouais. tu vois. Il y a un moment donné, il faut Faut être tolérant, quoi. bah, être tolérant. Alors, oui, il faut être tolérant, ça c'est certain. Il faut être tolérant. Bon, après, ce que j'appelle tous les acteurs de la fast life. C'est pour ça que j'aime bien le terme slow life. C'est quelque chose qui me plaît bien. Tu vois, ralentir ton rythme, ne serait-ce que quand tu marches, Mm. quand tu Prendre parles, le temps de de prendre regarder le les temps de choses. respirer. Ouais. Tu vois, je pense que globalement, tous les acteurs de la fast life ont fait beaucoup de tort et beaucoup de mal, évidemment, évidemment. Mais c'est pas une raison pour les rejeter, machin, parce que quelque part, bah, ça nous a quand même bien servi pendant un certain temps, on va pas se mentir. Et comment t'envisages du coup l'avenir du vintage? On l'a plus ou moins déjà abordé, mais en Ouais, quelques ben, mots. pour moi, ça va être tu sais, le marché de l'occasion, Ouais. le vintage et l'occasion, pour moi, ça va être de plus en plus fort. Mais je dirais même plus loin, c'est que je sais que ça commence déjà à s'organiser, des systèmes de troc. Le troc peut revenir aussi assez Ouais. vite. Et puis le service. Mais tu vois, bah, je sais que tu vas t'empresser ce soir de regarder ce fameux Absolument. reportage sur arte.tv là. Bah, il y a des tas de sociétés aujourd'hui qui à l'époque commercialisaient des produits Mm. et qui aujourd'hui se sont 100% recyclés eux-mêmes dans la notion de service. Mm. C'est-à-dire que tu vois, est-ce qu'il vaut mieux réparer ta machine à laver ou en acheter une nouvelle? Mm. Est-ce qu'il vaut mieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc le service en fait. ouais. Et je pense que les sociétés de service vont aussi refleurir assez fort, Okay. dans le sens où de toute façon le tsunami économique, on est en plein dedans et ça fait que démarrer. Hein. Là, on a le début de la vague. Donc à un moment donné, ben ouais, ta cafetière, tu la jetteras peut-être plus aussi vite parce que t'en trouves à 17 balles chez Lidl. Ouais. Tu te diras peut-être, bah je vais me racheter un pot, tu vois. Ouais, Ça me fait chier parce que le pot il coûte 10 balles, mais en même temps la cafetière elle coûte 17. Alors je fais quoi? Bah ouais, bah je vais racheter un pot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dans les mentalités Ouais, je pense. change quoi. Ouais, exactement. Et dans tout, hein. Dans tout, hein. Très bien. Voilà, donc pour moi le vintage et donc l'occasion. Hein, je mets tout ça dans le même La mood. seconde main finalement. La seconde main, tu vois, on parlait des montres Mm-hmm. d'occasion. Pour moi, l'avenir enfin, le gros avenir peut se jouer effectivement chez les marchands de montres d'occasion s'ils arrivent là aussi à prendre un virage. La grande problématique dans la consommation aujourd'hui des commerces, que ce soit les grandes enseignes ou alors les petites moins parce qu'elles sont beaucoup plus flexibles, c'est il y a une espèce de je sais pas, il se passe rien. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il est urgent de se réinventer. C'est-à-dire que les centres-villes se désertifient de plus en plus, on le sait très bien, au profit d'Internet, au profit de plein d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est pas que à Lille ou en France, hein, c'est partout en Europe. Mais, je sais pas, les grandes entreprises, t'as l'impression que, je sais pas, elles attendent, alors que il faut se réinventer. Alors on va te dire, oui, mais on a mis en place du click and collect. Ouais, non mais gros, t'as rien inventé, quoi. C'est le click and collect, ça existe depuis toujours, depuis très longtemps. Ouais. T'as rien inventé de plus. Tu fais juste, t'as juste transformé ta boutique en lieu de destination et non plus un lieu de visite. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est toute la différence. C'est le lieu de visite convivial où, tu vois, moi quand des fois les copains ils viennent comme par hasard tous en même temps, on se fait un café, l'autre il sort ses montres, machin, son truc, son bazar. Ah ouais putain, regarde mon chapeau, ma casquette. Tu vois ce que je veux dire? Ce contact humain ouais, ça, alors, manque déjà, je mais pense, carrément, mais et va manquer à l'avenir, quoi. Mais carrément, de toute façon, tout le monde sait très bien, depuis qu'on est hyper connecté, les gens sont déconnectés complètement. Alors, ça a été quand même assez intéressant, du coup, d'être très connecté pendant les confinements. Je pense que ça nous a fait tenir. Oui, non, mais encore une fois, c'est vrai que là, maintenant, non, mais encore une fois, il n'y a pas d'extrême, Clarisse. Je dis pas que c'est pas bien. Ouais, bien sûr, je comprends. Est-ce que je pourrais me passer de mon téléphone portable aujourd'hui? Je pense pas. Ah ouais? Après, si je suis en congé avec tout le monde, la famille, machin, les enfants, chérie,
Je laisse mon truc. Alors, je fais beaucoup de photos avec ça aussi, c'est chiant. Mais bon. Ah, tu peux tout Mais faire je pourrais avec, le foutre je pourrais le mettre dans mon sac de voyage, tu vois quoi, et pas Mhm. le toucher. Ouais. Limite, ça me dérange pas. Tu Mais vois. il faut que tu l'aies avec Donc, toi je quand dis même. pas que c'est pas bien d'être connecté. Tu vois, on se serait pas rencontrés. Enfin, Bien on ferait sûr. pas ce Clairement. podcast-là. Bon. Mais encore une fois, il y a, voilà, pas d'extrême, mais il y a quand même une déconnexion de la part, c'est ça que je veux dire, humainement parlant. On est hyper connecté, mais on est déconnecté. Complètement, je suis Tu tout vois à ce fait que d'accord. tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette reconnexion-là qui est importante. Un commerce, pour moi, ça doit servir à ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Ça doit être un lieu de rencontre sociale où les gens, en plus c'est un commerce spécifique, bah on parlait donc toujours de fringues, de vintage. Si c'est une boutique de vintage, allez, on va rêver chez Bibi Shop. C'est de dire ah bah tiens, bah on a qu'à se donner rendez-vous chez Bibi, ou on se donne rendez-vous chez Culture, ou on se donne rendez-vous chez Kilo. Mais quand ça arrive, tu vois, l'idée, c'est ce qui manque dans beaucoup de magasins. Tu vois, je vais aller au-delà du truc. C'est un endroit où tu peux aller te poser, te servir un café. Alors dans les pays anglo-saxons, bah, ça y est, tu l'as ton concept. dans les pays, mais en tant que mon concept il est écrit dans ma tête et dans un cahier, mais dans les pays anglo-saxons, au Japon, ils font ça très bien. Tu vois. Ouais. Il y a un japonais, la Clutch, qui a ouvert le Clutch Café à Londres. C'est quoi? C'est un café? Non, c'est une boutique de fringues. Mais quand tu rentres, t'as une machine à café, tu peux te faire ton café, tu peux t'installer. Bon. Et donc, si tu veux, je trouve que ce genre d'ambiance manque cruellement. Ah bah, je suis complètement d'accord. Et ça contribuerait fortement à redonner une nouvelle image au commerce traditionnel. Et donc, voilà. Ok. Ben, en parlant de lieu, ici, on est au Bouillon Alcide. Je l'ai bien prononcé, le petit Bouillon Alcide, d'ailleurs, sur Instagram. Donc, c'est 5 rue des Débris, Saint-Étienne, sur la grande place de Lille. J'en profite d'ailleurs pour remercier du coup Étienne et toute l'équipe du Bouillon de nous accueillir aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ce lieu pour tourner pour le podcast? Pour plein de raisons. Alors, la première, parce que déjà, c'est des gens incroyables. Ok. Franchement, tu sais, moi, je suis un homme d'homme. Alors que pour moi, les relations, le travail, tu sais, même dans mon boulot, j'ai plus, quand j'ai une perte de sens humain, pour moi, c'est fini. Ouais, tu fais un blocage. C'est même plus un blocage, c'est une rupture. Il y a une rupture. Parce que je dois trouver un sens dans ma relation humaine. Et que ça soit en amitié, que ça soit des potes, que ça soit en amour, que ça soit dans le travail et dans ce que je consomme. Donc, ici, au Bouillon Alcide, qui est une des plus anciennes brasseries de Lille, ça a été repris donc par, tu vois, la photo, elle est là, ça a été repris par des Parisiens donc qui ont le Bouillon Pharamond sur Paname, on n'a pas encore visité, mais on s'est juré de le faire avant l'été, parce qu'apparemment c'est un lieu effectivement tout aussi cool et tout aussi sympa. Et ces gens-là sont arrivés à Lille avec l'idée, parce qu'il y a eu des tentatives de bouillon, mais qui n'étaient pas tout à fait des bouillons. Tu sais, c'est comme les chiffonniers. Hein. La restauration, c'est un métier. Oui, aussi, le bouillon, c'est un métier dans la restauration. Oui, je suis d'accord. Et n'est pas bon patron de restaurant, bon patron de bouillon. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Il y a un savoir accueillir, ils l'ont. Il y a, tu vois, pour que ça soit Thomas, Étienne, même les boss de Paris, comme le camarade qui nous a accueillis tout à l'heure, ils ont toujours le sourire, ils sont hyper accueillants. Le personnel, il est vraiment sympa. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce lieu. La deuxième, c'est que le bouillon, pour moi, le concept bouillon rentre complètement dans ce système d'économie circulaire. D'une part, parce que le principe d'un bouillon, c'est de consommer local. C'est-à-dire que, tu sais, quand ils sont arrivés ici, ils auraient pu faire comme beaucoup de boîtes parisiennes, arriver avec des gros camions, des grosses semis, avec leur déco achetée à Tatawan, voilà. Non, tu vois, ils sont arrivés, ils vont y aller chez Troc de Lille, ils sont allés farfouiller chez les brocs du coin. J'ai trop envie d'y aller chez Troc de Lille. Il faut que tu y ailles, mais tu vas devenir, prends pas ta carte bleue. Et ils sont allés, si tu veux, glaner des objets, des choses, tu vois. J'ai vu plusieurs choses que j'aurais bien voulu piquer là. Tu vois, qui sont propres en plus, qui sont assez typiques de la région. Et ils ont fait cet effort de recherche-là, et ça, je trouve ça génial. Ce sont des vrais amoureux de leur métier, ça se sent, ça se voit. Et puis, tu manges super bien. Enfin, tu vois, au Bouillon Alcide, tu manges frais, et tu manges, tu vois, là, par exemple, tu as envie d'un steak frites, ils te le font. Tu manges du matin au soir. C'est service continu, du lundi au dimanche, et en plus, c'est frais, et c'est bon. Tu vois, le poisson. Et c'est pas cher. Et alors, c'est le dernier point.
dans cette histoire d'économie circulaire. J'aime le bouillon et moi aujourd'hui, tu sais, j'ai des potes restaurateurs que j'adore, hein, ils sont sympas, hein, mais aujourd'hui le bouillon c'est, on va dire, la quasi unique et seul endroit où je viens manger dans le centre-ville. Parce qu'en plus c'est pas cher. Et c'est vrai que même mes enfants, moi je vois bien aujourd'hui, mon fils des fois plutôt que de se faire un fast-food, un truc avec, alors ça dépend de ses potes parce que mon fils s'adapte toujours à ses amis. Mais avec ses potes qui aiment bien la bonne vie, dès qu'ils ont envie de se faire une bouffe en ville, oh, allez viens les gars, on va au bouillon. Allez, ou c'est ses potes d'ailleurs maintenant qui l'appellent en disant Arthur, ça te dirait on se fait un bouillon ce soir. Bon, ma fille elle est revenue là il y a pas très longtemps, il y a un week-end ou deux de Lisieux, de Normandie. Ouais papa, samedi soir, allez on va au bouillon tous ensemble, machin. Et je sais qu'elle aime venir au bouillon et on aime tous aller au bouillon parce que encore une fois, on est toujours hyper bien accueillis. C'est très 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 bon, mais vraiment. Okay. Et c'est très 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 peu cher. Donc on s'intègre, tu vois, dans cette économie de vintage, parce que le lieu en plus, tu vois, le lieu il est quand même canon, tu vois. Il y a un petit côté art nouveau, années 20, années 40, les brasseries. Moi, quand je suis ici, tu vois que ça soit à l'étage ou en bas, surtout en bas, quand tu vois la verrière, c'est eux qui l'ont remise à jour. Hein. Il y avait, tu sais que la belle verrière là d'époque, hein, elle était cachée par-dessous par, il y avait, je crois, c'était 3 niveaux de placo qui cachaient cette verrière magnifique. Et d'ailleurs, tu regarderas, la petite subtilité, c'est qu'il y avait une enseigne à l'extérieur un peu gothique qu'ils ont claqué là-haut, en haut de la verrière. Et en fait, si tu veux, ouais, ils ont fait un travail de dingue. Et moi, quand je suis ici, je suis à Lille, mais pas vraiment. Je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être à Paris aussi, tu vois. C'est hors du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu prends vraiment le temps aussi, je pense. On en parlait après, le truc, oui, c'est un bouillon, donc tu peux pas réserver. Oui, il faut parfois faire la queue, il faut attendre. Oui, le premier arrivé n'est pas le premier placé. Non. Si t'arrives et que t'es à 2 et que devant toi, il y a 2 tables de 6 et puis qu'il y a une table de 2 qui se libère, oui, tu passes devant les autres. Mais tu vois, quelque part, je trouve que ça permet aussi, d'un point de vue social, de réapprendre à vivre. On parlait tout à l'heure de slow life, tu vois, là, on est en plein dedans. Parce que quand t'arrives et que t'es 5 et que c'est blindé de monde, tu sais très bien d'avance que ça sera peut-être moins facile à caser 5 personnes, mais tu prends le temps d'attendre. Parce que tu sais qu'après, t'auras du bonheur à table. Ouais, ok. Tu vois? Et donc, tu te dis, stop, quoi. On va quand même pas pester, souffler. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai choisi effectivement le bouillon Alcide. Voilà. C'est un très bon choix. Et puis, comme je t'ai dit, moi, j'ai déménagé à Lille en septembre et du coup, je le connaissais pas du tout. Et tu peux être sûr que en avril, ma mère vient et que je l'emmènerai ici. Merci, Bibi, parce que là, on arrive au terme du podcast. Merci pour ce moment de partage. C'était hyper intéressant. Du coup, si j'ai bien compris, on peut te retrouver donc soit au bouillon, soit chez Culture des Nîmes le matin où tu fais tes photos. Culture des Nîmes, donc je le rappelle, c'est 4 rue des Trois Molettes à Lille. Ouais. Ou alors sur ton Insta, sur Instagram, Shop, c'est sympa, ouais. où tu partages quotidiennement, tes looks. Ouais. Voilà. Mais merci beaucoup, Bibi. Merci à toi, Clarisse. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS Vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.